Bonjour et bienvenue dans le podcast qui rassemble spiritualité et entrepreneuriat. Mon intention est d'ouvrir ici des pistes de réflexion, d'aider les hommes à accéder à leur puissance personnelle pour qu'ils réalisent leurs objectifs ambitieux et atteignent une vie épanouie et pleine de sens. Alors plongeons ensemble dans les secrets vers notre grandeur. Bienvenue dans Arcane. La promesse de cet épisode aujourd'hui va être de toucher sa mission de vie, de la laisser se déployer et de comprendre où se situe notre vraie créativité. Je vais commencer cet épisode par dire que pour moi, il y a deux catégories de personnes. Pour reprendre un petit peu Harry Potter, j'aime beaucoup cette métaphore. Il y a les moldus et il y a les sorciers. C'est pareil pour ma vision des choses en tout cas. Il y a les moldus, donc les personnes, on va dire, endormies, et les sorciers, les personnes éveillées à ce qui fait vraiment sens pour elles. Tant qu'on n'a pas touché du doigt notre passion profonde, ou même sans parler de passion profonde, même sans parler de pourquoi, même si le fameux pourquoi, avec des grosses guillemets, est si souvent vanté quand on parle de développement personnel, je parle pas forcément de grosses briques, de gros jalons comme ceci, mais au moins, notre créativité personnelle. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on fait instinctivement quand on n'a rien à faire? Je vous fais faire cet exercice, imaginez-vous un instant, vous rentrez chez vous et il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a pas les gamelles du chat à remplir ou même la litière à vider, il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres, il n'y a pas de message, il n'y a pas le dîner à préparer, il n'y a pas d'enfants à s'occuper, pas de femmes ou d'épouses à accueillir, il n'y a rien à faire. Littéralement, même pas un jeu vidéo à lancer, même pas d'amis connectés pour jouer avec vous aux jeux vidéo, pas une personne de disponible ou même qui vous solliciterait, rien de tout ça. Imaginez-vous, un instant, faites cet exercice avec moi, 5 ou 10 secondes, et imaginez-vous, vous rentrez chez vous, après une journée de travail, ou même, si vous préférez vous imaginer, vous vous réveillez un matin, et il n'y a rien à faire. Rien du tout. La question que je me pose à ce moment-là, c'est, est-ce que ce serait pas à cet instant précis que naîtrait la vraie créativité, celle qui est en nous, le vrai feu, je parle de la vraie flamme, putain. Est-ce qu'il y aurait pas ce truc-là qui se réveillerait à ce moment-là? Il y a beaucoup de parents qui disent et qui vantent les mérites de l'ennui auprès de leurs enfants. Et je fais partie des personnes qui pensent sincèrement que l'ennui est une excellente chose. Et je pense, si un jour je deviens père, que je cultiverai l'ennui chez mes futurs enfants. Que ce sera une excellente chose pour le réveil, et que, même pour moi aujourd'hui, c'est une excellente chose tout court. Donc, je suis d'accord avec tous ces parents qui pensent ça, et pourquoi je parle de parents? Parce que c'est dans ce contexte-là, de l'éducation d'un enfant, que j'ai entendu la première fois cette phrase-là de « l'ennui est bon pour la créativité ». Ok, alors ça c'est le postulat. Mais alors pourquoi? Pourquoi, bon sang, il y a besoin de s'ennuyer pour être créatif? Parce que, et là c'est ma deuxième croyance, parce que je pense que la multitude de choses qu'on a à faire, qui viennent se rajouter comme des couches et des couches et des couches supplémentaires, nous éloignent, sont autant de choses à faire qui nous éloignent de ce qu'on aurait vraiment envie de faire. Première croyance. Première, on va dire, version de cette croyance. Deuxième version de la croyance, c'est aussi parce que c'est une manière de nous protéger, une manière, on va dire, égoïque, de nous protéger, de croire qu'on a des choses à faire, de se dire qu'il faut répondre à tel mail, rappeler telle personne, lancer tel projet, faire telle soirée ou ne pas faire telle soirée, de se rajouter autant de to-do, autant de tâches pour s'éloigner de qui on voudrait vraiment être. Donc, dans la première version de ma croyance, il y a le fait que, simplement, en fait, on peut pas y arriver ou on n'a pas le temps d'y arriver. Et dans la deuxième version de cette croyance, celle que je viens d'énoncer, c'est un petit peu plus subtil. C'est comme si on s'empêchait d'y aller. Comme si on se confortait dans le fait qu'il y avait des to-do, qu'il y avait beaucoup de tâches à faire et à accomplir. Je reprends l'exemple des gamets, de la croquette, du ménage, et tout le tralala. Pour au final cultiver la chose de... j'ai quand même pas le temps, et dans ce pas le temps, ça m'arrange quelque part. Parce que si vraiment j'avais le temps, imaginons, et peut-être que vous avez eu du mal à faire cet exercice-là que je vous demande de faire, de imaginer, vous n'avez rien à faire, parce que peut-être que quelque part en vous,
ça vous arrange d'avoir quelque chose à faire pour ne surtout pas laisser s'exprimer cette part en vous de créativité. Parce que ça pourrait faire peur de réussir à s'exprimer. Ça se coud, hein. Il y a ça en moi. Moi, j'ai trouvé ça il y a quelque temps. Et encore aujourd'hui, je suis beaucoup dedans. C'est-à-dire que je m'arrange pour faire beaucoup de choses pour au final ne pas prendre la responsabilité de cultiver la vision que j'ai. Donc là, en une phrase, je viens de soulever les 4 archétypes d'un coup. Magicien, roi, guerrier, amant. Donc si pour vous c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, peut-être que d'un coup ça paraît très flou. Allez écouter les autres épisodes. Allez découvrir ce que c'est le roi qui est en vous, le guerrier qui est en vous, le magicien qui est en vous. Et aujourd'hui, on va découvrir qu'est concrètement l'amant qui sommeille en nous. Ce fulgureux passionné qui veut découvrir les choses et qui soit est addict, soit est impuissant à le faire. Mais le juste équilibre est souvent difficile à trouver quand on parle d'exprimer notre créativité. Ok, donc pour ceux qui découvrent cet épisode, ce podcast, je vais résumer très rapidement, là, en 5 secondes, qu'est-ce que c'est un archétype ? Allez, 20 secondes. Qu'est-ce que c'est un archétype ? C'est une collection de patterns ou d'énergie psychique qui inclut donc des pensées bien distinctes, des sentiments, des images, des impulsions, des attitudes ou des comportements. D'accord. Donc, voyez l'archétype comme une sous-personnalité de votre psyché, je sais pas comment vous préférez le dire, et qui a sa propre histoire et ses propres croyances. D'accord ? C'est pas vous, c'est une part de vous qui existe quand même pleinement. D'accord ? C'est-à-dire que cet archétype, on pourrait l'extraire de vous et le mettre dans un clone. Ce clone serait tout à fait et parfaitement vivant et conscient et crédible aux yeux de la société et des autres humains. Ce serait un être à part entière. Et ce que je dis, c'est que ces êtres-là à part entière, on en a plusieurs en nous qui forment un tout encore plus tout. Ça commence à devenir flou, ce que je suis en train de dire. Mais on a bien ces sous-personnalités. Il y en a 4 principales, d'accord ? Et j'arrêterai mon explication ici. Le magicien, le guerrier, le roi et l'amant, que j'ai tous traités dans ce fameux podcast. Donc l'archétype de l'amant, qu'est-ce que c'est ? Il incarne l'exact inverse des 3 autres archétypes, d'accord ? Il ne veut pas avoir de limites, il ne respecte aucun ordre et il fuit toute forme de discipline, d'accord ? Donc il est aux antipodes des autres. Et pourtant, on a quand même besoin de lui. Pourquoi ? Pour les choses que j'ai exprimées juste au début de cet épisode. Dans sa plus grande puissance, l'amant est un être empathe, il est créatif, il est pleinement vivant, beaucoup plus que les 3 autres archétypes, il est capable de ressentir profondément et d'apprécier la beauté de ce monde, qu'il soit dans son ensemble, et de regarder des paysages magnifiques, ou que ce soit simplement assis en tailleur à contempler les mêmes vagues qui s'échouent sur les mêmes rochers, pendant des heures et des heures, ou même la simple, on va dire, époustouflance d'un grain de sable, même si ça se dit pas, mais au moins vous m'avez compris. Voilà, l'amant est synonyme de passion. Je vais citer Antoine de Saint-Exupéry qui dit « L'amour est la seule chose qui peut être infinie dans le cœur d'un homme ». Et ça résume bien déjà, ça fait une belle introduction à ce que c'est l'amant. Donc, maîtriser son amant signifie être capable de cultiver une vie riche en émotions et en connexions, et d'apprécier les plaisirs simples, de nourrir une profonde appréciation pour la beauté et la créativité. L'amant, c'est celui qui ressent, c'est celui qui inspire à travers ses émotions et à travers ses passions. Et pour inspirer à travers ses émotions et à travers ses passions, il faut soi-même être inspiré par nos propres passions et nos propres émotions. D'accord ? Je cite une nouvelle fois les auteurs qui disent « Le véritable amant est celui qui voit la beauté en chaque chose et qui inspire les autres à en faire autant. » Ok, cette citation vient de résumer tout ce que j'ai dit juste avant. Donc le rôle principal de l'amant, c'est de comprendre la richesse de ses propres émotions et de les exprimer pleinement. Et exprimer pleinement ses émotions, ça, c'est un challenge. Et je peux en parler un petit moment, puisque ça a été mon challenge de ces 16 derniers mois, on va dire. Où clairement, exprimer mes émotions, c'était pas du tout ça. Pas du tout. Parce que je vivais dans un paradigme où je pensais qu'il ne fallait surtout pas exprimer toutes mes émotions négatives. Alors pour 2 raisons. La première, parce que j'ai le modèle de ce que ça donne d'exprimer ces émotions négatives dans ma famille, dans mon entourage, mon éducation, et peu importe. J'ai vu que quand des gens accèdent à leur colère, accèdent à leur peur, accèdent à leur tristesse,
bah en fait j'en ai été, on va dire, pas traumatisé, le mot est trop fort, mais même pour le coup il serait quand même approprié, mais ce que je veux dire c'est que pour moi, j'ai fui ça comme la peste. Donc première raison. Deuxième raison, parce que le taux vibratoire. Le fameux taux vibratoire de me dire, ok, si je veux attirer l'abondance dans ma vie, alors je dois vibrer dans la joie et l'amour et le courage et la bonne volonté et la paix et l'illumination et le savoir et toutes ces belles choses. D'accord. Sauf que le hic, c'est que dans les émotions primaires, il y a plus d'émotions négatives que d'émotions positives. So, it's okay de cheminer souvent et régulièrement au travers des émotions négatives. Et que en me coupant de ces émotions négatives depuis la dernière année et demie, donc là ça fait un an et demi que je m'étais coupé, enfin que non pas que je m'étais coupé, pardon, ça faisait 28 ans que je m'étais coupé de mes émotions. Allez, on va pas mettre toute l'enfance, parce que non, quand on est enfant, on est quand même pleinement connecté à ses émotions. Bref, ça faisait au moins plus de 20 ans, je pense, que je m'étais coupé petit à petit de mes émotions pour arriver à un paroxysme à mes 28 ans. Et donc ça fait seulement un an et demi, pour redire la phrase dans le bon sens, que je redécouvre l'accès déjà à mes émotions négatives, et ce faisant, je redécouvre aussi l'accès pleinement à mes émotions positives. Parce qu'en étouffant les émotions négatives, je m'étouffais en fait d'une manière globale de mon être, on va dire. Et c'est compliqué quand on se coupe de plus de la majorité des émotions, puisque encore une fois la majorité des émotions primaires sont des émotions négatives, d'accord, il y a que 2 émotions vraiment positives dans les émotions primaires. Bah en fait je me coupe d'une grosse partie de moi, et que ce faisant je me ternis, je me platifie. je deviens, ouais c'est ça, électrocardiogramme plat, c'est-à-dire qu'en se coupant de tout ça, en allant chercher que des émotions hautes, que des belles vibrations et que de la joie. Déjà spoiler, hein, j'y arrive pas, enfin j'ai pas réussi en attendant pendant un an et demi. Alors oui, j'ai réussi à esquiver la peur, le stress ou la colère, d'accord. J'avais pensé réussir à faire des prises d'aïkido et des esquives très souples sur ces émotions, mais spoiler, c'est qu'elles finissent toujours par nous rattraper, parce que c'est pas parce qu'on les esquive qu'elles ne s'accumulent pas, au contraire, c'est comme si on se faisait une dette émotionnelle qui au bout d'un moment va finir par péter. Et mon Dieu qu'elle a pété pendant ces 16 derniers mois, ou 18 derniers mois, je sais, ouais, bref, un an et demi, mon Dieu que ça a pu être un carnage émotionnel pour moi, parce que une fois qu'on remet la prise, une fois qu'on rebranche le bon fusible, et qu'on se dit, ah putain, en fait, il y avait tout ça en moi. Alors déjà, ça demande du courage pour accéder à ce qui traîne, en fait, à tout ce, on va dire, cette messe, en anglais, à tout ce désordre émotionnel. Ça demande un peu de courage pour comprendre qu'on en est là, pour comprendre qu'on est un petit garçon colérique, pour comprendre qu'on est un ado apeuré, pour comprendre qu'on est, comme je le disais dans mon premier épisode de podcast, un entrepreneur pas si à succès que ça. Parce que quand on regarde les finances, c'est une chose, quand on regarde le bonheur au quotidien, c'est une autre chose. Donc bref, ça s'accumule. Et depuis que j'ai reconnecté avec ces choses-là, avec ces choses-là, je me reprends. Depuis que j'ai reconnecté avec toutes mes émotions, j'ai reconnecté avec beaucoup de choses dans ma vie, et avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation d'une manière générale. Bizarrement, le fait de reconnecter correctement à ma colère, mon stress, ma peur, mon angoisse, ma honte aussi, m'a permis d'aller chercher beaucoup plus haut les moments de joie et de bonheur que je vivais. Parce qu'en fait, c'est ok d'être en colère. Et waouh, juste, je vais prendre 5 secondes pour apprécier la phrase que je viens de dire. C'est ok d'être en colère. Est-ce que Loïc, d'il y a 1 an et demi, 2 ans, est-ce que tu m'entends dire cette phrase aujourd'hui? Petit clin d'œil à mon moi du passé. Donc voilà, c'est ok. Ça s'exprime, c'est bien. Donc en fait, plutôt que d'accueillir la colère ou d'esquiver la colère, pour reprendre l'exemple de la colère qui a été le plus parlant pour moi pendant cette dernière année et demie, bah c'est simplement de la laisser me traverser, en fait, au moment où elle arrive, et d'apprendre à le piloter. Et c'est ça le vrai challenge. C'est pas d'endiguer, c'est pas d'ignorer, c'est vraiment ou même pas d'accueillir. Il y a il y a une différence pour moi entre accueillir et embrasser ou laisser traverser. C'est que accueillir, c'est je prends cette énergie pour la transmuter vers quelque chose de mieux, donc vers de la joie ou vers, enfin bref, spiritualité de base. Ou
je la laisse me traverser, en fait j'embrasse la colère, j'accepte de devenir le personnage de la colère, à ce moment-là, mais en le formulant, on va dire à voix haute dans ma conscience, en me disant « Ok, Loïc, là, je ressens de la colère », pour reprendre un petit peu l'archétype du guerrier, c'est « Cette personne se sent en colère à l'intérieur de moi, ok, c'est ok, eh ben, laissons-la faire, mais pilotons quand même, d'accord ? Restons en conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire pendant que je suis en colère. » Et il y a une manière saine d'exprimer la colère, et c'est pas forcément en jetant des objets par la fenêtre, en tapant contre des murs, ou en criant, d'accord ? Une manière tout à fait saine d'exprimer la colère qui consiste simplement à regarder la personne en face. Par exemple, je pense à Océane, on l'a fait plusieurs fois ensemble dans mon couple, enfin dans notre couple du coup, de la regarder et de lui dire « Je suis en colère ». Et ça suffit en fait. Bizarrement, essayez, ça suffit. Vous allez voir. L'autre personne va vous écouter et va comprendre. Et la colère ne se multipliera pas comme un virus, au contraire. D'un coup, elle va se sentir écoutée. C'est comme, je reprenais l'exemple là de la parentalité en début d'épisode, là on va reprendre cet exemple. C'est comme de valider l'émotion d'un enfant. Un enfant qui pleure, plutôt que de repousser ou d'ignorer son pleur, ça va être de plutôt valider le fait qu'il pleure et de lui dire « Ok, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? D'accord ? Explique-moi. » Et voilà. Et là, d'un coup, ça va être beaucoup plus fluide, d'un coup, de gérer le pleur de l'enfant en question. Alors, encore une fois, je suis pas parent, mais des expériences d'autres parents qui me confient ça fonctionne vraiment. Donc, essayez. Ok, maintenant, comme dans les 3 autres épisodes, j'aime bien vous fournir à un moment une liste d'hommes qui expriment dans leur pleine puissance l'archétype, du coup, mis en lumière dans l'épisode. C'est inspirant, il y a des bons exemples. Et là, aujourd'hui, pour vous illustrer ce que peut donner un amant dans sa pleine puissance, j'ai trouvé 6 noms qui vont donner un bien meilleur exemple que simplement si je continue à expliquer ce que c'est l'amant. Allez, je commence tout de suite avec 3 noms très faciles, j'ai pas besoin de vous expliquer vraiment ce qu'ils ont fait dans la vie. 3 artistes, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Frédéric Chopin, voilà. Ça se pose là. Pourquoi ? Ils sont connectés pleinement avec leurs amants respectifs, intérieurs. Et il le laisse s'exprimer pleinement dans une passion. On peut parler de transe même à ce moment-là. On peut parler de transe. Ça m'a fait penser là en disant ce mot, le poète Rumi, qui lui est on va dire le premier qui a initié au précepte de l'amour. Et donc, est-ce que c'est un amant ou est-ce que c'est déjà un homme intègre ? Je pourrais le mettre tout de suite dans la case des hommes intègres, mais c'est un bon exemple aussi pour l'amant. Il n'était pas dans ma liste, ça fait un 7e nom, excellent. Allez, je continue aussi avec des artistes au final. Elvis Presley, qui captive le monde avec toute sa musique et sa présence charismatique, puisque ça fait ça aussi quand on se connecte avec son amant. On déploie énormément de charisme, énormément. Pourquoi ? En fait, simplement, c'est quoi le charisme concrètement ? C'est simplement de rayonner pour qui on est. Pas pour qui on voudrait être, ou pas pour se déguiser, pour faire semblant d'eux. Non. On est pleinement qui on est. Et quand on a en face de soi quelqu'un qui est pleinement qui il peut être, c'est écrasant. Je sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un si vous avez déjà ressenti l'aura d'une telle personne, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Allez, un autre nom, Leonardo DiCaprio. Excellent exemple. Et je l'ai cité tout à l'heure, Antoine de Saint-Exupéry, qui touche aussi des millions de lecteurs avec son œuvre Le Petit Prince, qui est un témoignage d'amour et de compassion. Ok, super. Ça fait des bons noms. Alors, c'est quoi le point commun, du coup ? Le point commun, c'est de s'exprimer. Vraiment, s'exprimer, il y a sexe. Je vais en parler juste après, parce que je trouve que c'est un penchant... C'est dans le mot, en fait. Dans l'amant, il y a l'amour sous toutes ses formes. C'est-à-dire l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour relationnel, l'amour charnel, l'amour spirituel, il y a toutes les formes d'amour, ok ? Donc, s'exprimer. L'amant guide à travers son inspiration. Pour être inspiré, il faut découvrir. Pour découvrir, il faut être curieux. Pour être curieux, il faut être enthousiaste ou excité. Ou les deux, c'est encore mieux, d'accord ? C'est un petit peu peut-être même les 2 mots très synonymes. Donc, par rapport à ce que je disais au tout début de l'épisode, toucher du doigt sa mission de vie, il n'y a que 2 cas de figure, c'est soit vous l'avez déjà touché, et dans ce cas-là, c'est très bien, vous savez ce pourquoi vous êtes fait, donc il n'y a qu'une seule question à vous poser, c'est est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous allez dans cette direction-là ? Ou, deuxième option, vous ne connaissez pas ce qui vous anime profondément. Donc, pour ça,
revenez sur la phrase que j'ai dit juste avant, inspiration, découverte, curiosité, enthousiasme, excitation. Donc plus vous allez faire de choses différentes et variées, ou pas forcément différentes et variées, ça peut être dans le même domaine, mais plus vous allez faire de choses différentes dans ce domaine. Je prends l'exemple d'Alain Ducasse avec la cuisine. Il a fait toutes les formes de cuisine possibles. Donc il peut choisir un domaine et y aller à fond dans la verticalité, comme le ferait un guerrier, ou il peut choisir tout l'univers de la cuisine et faire de la chocolaterie, de la pâtisserie, de la cuisine. Donc voilà, il a tout fait, et ce faisant, est devenu Alain Ducasse. Donc, votre mission de vie s'explore. D'accord ? C'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Peut-être que si, en fait. Peut-être que si. Si c'est pas le cas, ça s'explore. Et pour autant, s'exprimer, se connecter ou suivre votre instinct, suivre ce qui est bon pour vous ou faire ce qui est bon pour vous ne veut pas dire fuir les responsabilités. Pour reprendre l'exemple du début d'épisode de imaginez, vous rentrez un jour chez vous, vous vous réveillez un matin, il n'y a plus rien à faire. Eh ben, ça veut pas dire qu'il faut attendre ça pour commencer à vous y mettre. Ça veut pas dire fuir vos responsabilités. Ok, c'est super important. Ça veut dire simplement aménagez-le, faites-le. Exprimez, trouvez, explorez. Et que vous soyez entrepreneur libre ou salarié réprimé, il y a toujours une excuse pour ne pas le faire, et il y a toujours une manière de réussir à le faire. D'accord ? Il y a l'amant, en fait, c'est là où l'amant solitaire peut être très vulnérable, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il a besoin des 3 autres archétypes. Le roi pour la méthodologie, le magicien pour la vision, et le guerrier pour l'action. Il y a une phrase, une citation de Keanu Reeves qui illustre parfaitement ce que je suis en train de dire, en parlant du couple. Dans le domaine du couple, il dit que si tu ne te bats pas pour ton amour, alors quel genre d'amour tu possèdes ? Pour ceux qui lisent la newsletter de ce podcast, je vous ai mis un extrait de la vidéo où Keanu Reeves dit ça en interview. C'est très inspirant. Donc, Keanu Reeves, il dit, en gros, juste dans cette phrase, je la répète, si tu ne te bats pas pour ton amour, alors quel genre d'amour tu possèdes ? Dans une seule phrase, il a soulevé le fait qu'un amant sans son guerrier n'a pas grand-chose, finalement. Donc, l'amant a besoin des autres pour être équilibré. Comme dans les autres épisodes avec le roi, le magicien, le guerrier, il y a 2 ombres bipolaires, une ombre en excès et une ombre en manque. L'ombre en excès, c'est l'addict, d'accord ? Quand vous êtes dans un excès de passion, vous devenez addict. Vous êtes gouverné par une quête incessante du plaisir et de la stimulation. Ça peut se jouer dans tous les domaines de votre vie. Je vais prendre mon propre exemple, et le premier qui me vient en tête concerne les jeux vidéo. Cette addiction de... Alors, attention, et si vous avez écouté les autres épisodes, vous savez à quel point j'estime que les jeux vidéo sont quelque chose de sain, sont un outil, d'accord, qui peut être vraiment mis à votre service pour votre grandeur. Et je le pense réellement. Mais je viens quand même d'une période de ma vie où les jeux vidéo n'étaient pas du tout à mon service, et c'était plutôt l'inverse. Comprendre les mécanismes addictifs que vont mettre les développeurs et surtout les marketeurs dans un jeu vidéo pour s'assurer que vous allez consommer le plus possible leur jeu vidéo, et le plus longtemps possible, et le plus régulièrement possible. Donc là, on n'est pas dans le jeu est à mon service, c'est l'inverse, on est dans je suis au service du jeu vidéo pour le bien des développeurs, pour le bien de leur entreprise à eux, mais pas de la mienne à moi. Là, j'étais dans une addiction où je cherchais la dopamine, constamment la sécrétion de dopamine, et me dire ok, j'ai réussi ça, ok, j'ai fait ce truc, ok, je suis meilleur, je suis mieux classé dans ce jeu vidéo, ou je suis mieux avec mes amis, ou voilà, bref, vous m'avez compris. Et je prends cet exemple, mais ça s'applique à tous les domaines où vous cherchez constamment des sensations fortes, où vous cherchez constamment cette petite sécrétion de dopamine que je disais juste avant. Bref, au point de négliger vos responsabilités, au point de perdre le contrôle de votre vie. Si vous sentez que vous faites quelque chose plus par habitude que par envie, à ce moment-là, c'est raté. Vous êtes dans une addiction, vous êtes dans l'ombre bipolaire en excès de l'amant, dans l'addict. L'addiction n'est pas l'amour, c'est une fuite désespérée de soi-même. Ça, c'est une citation anonyme que j'ai trouvée quelque part sur Internet, je sais même plus qui l'a dit. Mais c'est une phrase qui est de rigueur. Donc maintenant, à l'opposé, en manque de cette énergie-là, on se retrouve à être impuissant. D'accord ? C'est l'ombre en manque de l'amant, c'est l'impuissant.
C'est un homme qui n'arrive pas du tout à accéder à son énergie d'amant, qui devient complètement destiné à une vie d'ennui, une vie d'apathie, peut-être même de honte, pourquoi pas, mais c'est surtout l'ennui et l'apathie qui le gouvernent. Et pas l'ennui qui va enclencher la créativité, non, l'ennui qui va appeler le manque. L'ennui qui va appeler la frustration. De se dire, je n'ai rien à faire, ou même mieux, j'ai plein de choses à faire, mais pourtant, je ne vais choisir de ne rien faire, car rien ne me fait envie. Et en fait, on va s'auto-créer de l'ennui. Et là, c'est pas bon. C'est pas l'ennui créatif, justement, qui, lui, est extrêmement sain. Donc, si vous vous sentez déconnecté de vos émotions, pour vous, quand je vous parle de mission de vie ou de votre pourquoi, ça vous frustre d'avance parce que vous savez que vous n'avez pas accès à ça, à votre passion. Si vos relations sont peut-être superficielles, peut-être insatisfaisantes, ou manquent, réellement de profondeur et d'engagement avec les personnes qui vous sont chères, si vous évitez d'une manière générale les nouvelles expériences, alors, il y a fort à parier que vous êtes dans votre ombre d'impuissant. Je vais conclure cet épisode de podcast avec une liste d'exercices à faire pour cultiver votre amant. Évidemment, vous me voyez venir à 3 km. Le premier exercice, c'est toutes les formes d'art, toutes les formes de créativité. C'est le plus évident, d'accord ? Engagez-vous dans des activités artistiques, quelles qu'elles soient, que ça soit sportif, comme par exemple de la danse, ou même des arts martiaux, pour recouper aussi avec votre énergie de guerrier, mais peut-être plutôt dans le kata, plutôt que vraiment dans le combat. Là, si on parle d'arts martiaux, concentrez-vous plutôt sur l'art, plutôt que sur le martial. Un autre exercice, le deuxième exercice en tout cas, est très puissant, donc là je mets de côté tout ce qui est les arts, il n'y a pas besoin de décrire ce que c'est, d'exprimer sa créativité, il y a 1001 manières de le faire, et plus encore. Donc tout de suite, le deuxième exercice, c'est la météo du jour. Moi, c'est un exercice qui m'a réellement appris à comprendre ce que c'est une émotion, parce que je vous rappelle que j'ai été coupé jusqu'à mes 28 ans, je me suis coupé progressivement jusqu'à mes 28 ans de mes émotions. Donc du jour au lendemain, depuis 1 an et demi, que je me réveille tous les matins et que je fais cet exercice qui s'appelle la météo du jour, et que je ne me lève pas de mon lit tant que je n'ai pas réussi à mettre le mot sur l'émotion que je suis en train de vivre là dès le réveil, alors du coup je me lève pas, et du coup c'est un exercice qui est hyper enrichissant pour se découvrir et se connaître. Et c'est un exercice peut-être qu'on devrait faire beaucoup plus jeune dans sa vie. Donc, imaginez, vous vous réveillez, il y a une première phase qui est extrêmement courte, où vous êtes en pleine harmonie, en pleine joie. Elle peut durer même une fraction de seconde, vous pouvez peut-être ne même pas du tout la saisir. Et passé cette première phase, il y a une deuxième phase il y a tout de suite quelque chose qui va venir vous assaillir. Tout de suite quelque chose qui va venir, pas vous assaillir, vous envahir. C'est un mot beaucoup plus juste. Est-ce que c'est de l'excitation de commencer votre journée ? Et dans ce cas, c'est bon, vous avez trouvé le mot, c'est très bien, il y a ça et ça et ça, vous avez envie de faire. Souvent, c'est lié à faire. C'est lié au verbe faire. L'émotion qui va vous prendre et vous envahir. Donc, est-ce que c'est de l'excitation ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est de l'inquiétude ? Vous n'avez pas envie de commencer votre journée ? Est-ce que c'est de la paresse ? Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que c'est du courage, de la bonne volonté, de vous dire ok, ça me met pas particulièrement en joie, mais j'ai quand même hâte de m'y mettre parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que je sais qu'il faut faire ça pour aller atteindre l'objectif, nanana. Là, en ce moment, c'est plutôt mon cas. En ce moment, quand je fais des météos du jour, c'est plutôt ça qui vient m'envahir, c'est du courage et de la bonne volonté. Je suis pas nécessairement en joie de me réveiller le matin, sauf ce matin. Ce matin, j'étais très enthousiaste à l'idée d'attaquer ma journée. Mais en ce moment, c'est plutôt ça. Pour parler de moi, courage et bonne volonté. Je me réveille, je sais que je suis sur le projet Maison Égide en ce moment à fond, que ça me fait beaucoup de bien d'être focus enfin sur un seul projet. Et du coup, il n'y a pas nécessairement des choses hyper enthousiasmantes à faire, mais je sais que je suis en train de mettre de l'ordre dans ma boîte et que ça fait un bien fou à moi et à mes équipes dès que j'avance, dès que je raccroche les wagons les uns aux autres, ça crée une satisfaction générale, et surtout en moi en fait, et que du coup le matin, même si je sais que c'est pas un truc que je vais vraiment kiffer, en fait je suis quand même grave en bonne volonté de me lever, donc c'est top. Ça c'était le deuxième exercice. Troisième exercice, un jeûne numérique. Alors ça c'est un exercice que je fais très rarement, je fais surtout des jeûnes alimentaires pour le coup, mais le jeûne numérique c'est très puissant, ça recoupe à l'ennui, c'est de
une journée complète ou une demi-journée, si c'est trop dur de le faire une journée, vous jeûnez de tout ce qui est digital et numérique. Donc téléphone, ordinateur, réseaux sociaux, évidemment. Voilà, tout ce qui se fait à travers un écran, vous cuttez. Tout ce qui se fait à travers un téléphone, pareil. Tout ce qui se fait... Bref, ça va couper déjà beaucoup d'obligations, mais surtout, et surtout, surtout au carré, beaucoup d'addictions et beaucoup de mauvaises habitudes. Tiens, je reprends l'exemple d'Alain Ducasse, il disait une phrase qui est très juste, je vais en faire un post, tiens d'ailleurs. Il n'y a que des mauvaises habitudes. Une habitude, par définition, ne peut pas être bonne, puisque... Alors lui, Alain Ducasse, si vous savez pas, si vous ne situez pas, c'est un cuisinier renommé français qui est connu pour sa précision monumentale et la justesse de ses plats. Et quand on l'écoute parler, on comprend que c'est un chirurgien de la cuisine. Et voilà, et cet homme-là dit, il n'y a pas de bonnes habitudes, puisque par définition, une habitude ne peut être que mauvaise, puisqu'elle ne peut que nous éloigner de la perfection. Et la perfection se prend grâce à l'habitude, certes, mais aussi en questionnant l'habitude et en déconstruisant l'habitude pour réussir à toujours réimplémenter quelque chose de nouveau, de plus juste, de plus fin. Et ouais, c'est de la chirurgie à ce stade. Donc, je ferme la parenthèse. J'étais en train de parler du jeûne numérique. C'est un temps où nécessairement vous allez vous reconnecter avec beaucoup de choses, que ce soit vos proches, vous-même, votre temps, la nature, peu importe. Un jeûne numérique, si vous n'en avez jamais fait, franchement, tester, ça vaut le coup de tester. Ça vaut vraiment le coup. C'est une expérience à vivre. Une expérience à réitérer même régulièrement, en fait. Et le dernier, le 4e exercice, je vous ai dit que j'en parlerai plus tard dans l'épisode, c'est le sexe. Et plus précisément, le slow sex. Ça, c'est une technique très puissante qui, moi, personnellement, m'a fait accéder à un univers énergétique dont j'avais pas du tout connaissance. Loin, très loin du sexe addictif, justement, et primitif, en fait, vers du sexe beaucoup plus émotionnel et vraiment passionnel. C'est très difficile à décrire et je peux pas vraiment vous le faire comprendre tant que vous l'avez pas vécu. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai un épisode dédié à ça. Parce que franchement, ça le mérite. Donc, Slow Sex. Il y a un livre entier qui existe à ce sujet-là. Lisez-le, il est passionnant et surtout, appliquez-le. Et c'est tout bon pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode d'Arcane.